J'avais expliqué dans des précédentes vidéos que ce travail, je le dois en partie au travail qu'avait fait Michel Cazenave à l'entrepôt. Michel Cazenave est un disciple de Jung, enfin, il a contribué à faire connaître Jung. Jung est quelqu'un qui cherche et qui, à un moment donné, se dit que l'image qu'il a aidée quand il était petit, c'était l'histoire des Chevaliers du Graal. Et à partir de ce conte, Chevalier du Graal, on a John Boorman après, qui fait Excalibur, à partir de cette mythologie, de cet imaginaire, Jung a trouvé du sens à sa vie. Donc effectivement, je pense qu'il y a Star Wars qui sort demain. Regardez comment Star Wars a été un phénomène culturel qui a donné du sens peut-être à la vie de plein de gens. Et je vais évoquer quelqu'un qui s'appelle Joseph Campbell, que George Lucas a rencontré. Et cette histoire de Campbell, elle est intéressante puisqu'en fait, on a derrière l'idée du monomythe et l'idée des contes de fées et des contes qu'on raconte aux gens. C'est que les contes de fées, c'était pas pour les enfants au début, c'était pour les adultes. Et ça avait une dimension initiatique, c'est-à-dire se dire les difficultés de la vie, et la vie nous enseigne quelque chose. Donc, est-ce que, quand la vie est difficile, est-ce qu'on arrive à prendre du recul sur tout ça? Il y a François qui arrive, tu veux peut-être dire un petit mot, François? Tu vas commencer? Ah ben non, pas du tout, vu qu'on va... je te laisse... Ah bah c'est au cinéma. Alors, François Cos qui m'accueille depuis quand même plus d'1 an, je le remercie. Donc, on est bon, François? François Berthelot qui filme, merci à lui. Bah François, on y va. Si tu veux présenter, dire un mot sur la programmation. Hein? Je te laisse continuer. Tu veux pas dire un mot sur le film de Coppola que tu ressors demain, par exemple? Oh non. Ah bah si, dis un mot, bah t'es là. Non, mais... Je vais pas faire la publicité. Ah bah il faut, non, mais je pense que je te laisse quand même 2 secondes pour... aller. Alors en 2 secondes, donc Les gens de la pluie de Coppola, en version 4K, donc un film qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qu'il a tourné avant Le Parrain, qui est un road movie dans la veine du Nouvel Hollywood. Le 25 décembre, nous ressortons Sabrina pour les fêtes, grand classique de la comédie, de Billy Wilder, avec Audrey Hepburn, Humphrey Bogart et William Holden. Et à partir du 1er janvier, une autre comédie qu'on n'a pas vue depuis assez longtemps, c'est Vacances Holiday de Cukor, avec un duo formidable, Catherine Hepburn et Cary Grant. Alors ce sera le 1er janvier ou peut-être le 15 janvier, parce que compte tenu des événements, sera peut-être amené à reporter la sortie. Et par ailleurs, du côté des rétrospectives, nous présentons l'œuvre de Chaplin, enfin 10 longs métrages, plus un programme de courts-métrages en version restaurée, à partir de demain. Il y a aussi un hommage à Anna Karina, qui vient de nous quitter, qui avait tourné dans cette même salle des interviews pour son documentaire que vous avez peut-être vu, qui s'appelait Anna Karina, Souviens-toi, qui est sorti, il me semble, au Reflet. Et du coup, en tandem avec le Reflet, nous avons présenté un hommage. Enfin, nous passerons Bande à part, Vivre sa vie et son premier film en tant que réalisatrice, Vivre ensemble. Et de son côté, le Reflet programme Pierrot le fou, Une femme est une femme, Le petit soldat, Made in USA, La religieuse et aussi Vivre ensemble. Voilà. Sinon, la rétro Scorsese se poursuit, voilà, qui connaît un franc succès. Terrence Malick aussi, un petit peu, non? Terrence Malick, tu as raison. Quand même. Tu as raison, son nouveau film Une vie cachée sort cette semaine. Et donc nous présentons ses 4 premiers films. Voilà. Peut-être dans le prochain cycle, on aura du Terrence Malick. Voilà. Merci à toi, en tout cas, d'accueillir ce cycle qui se termine sur un très beau film. Alors, je vais commencer la présentation pendant 10 minutes à peu près. Je vais vous donner une consigne de travail, et puis après on essaiera de discuter ensemble. Voilà. Alors, donc le cycle Le regard au cinéma, 3e partie, on va rentrer dans l'histoire un petit peu du cinéma moderne. Avec Le regard d'Ulysse, on était dans la quête des premiers regards au cinéma, le premier film. Dans Mulholland Drive, on était dans l'univers d'Hollywood, avec tout ce rapport ambigu de séduction, répulsion, manipulation entre actrices et metteurs en scène, toujours d'actualité aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans quelque chose qui n'est pas tellement de la science-fiction maintenant. Voilà. Alors, pour présenter rapidement le dispositif, c'est de dire que dans certains films, vous voyez, 2001, on a des objets ou des choses assez mystérieuses, que l'image est l'anagramme de magie, de quelque chose qui va réenchanter le monde. Quelqu'un comme Jung a donné un éclairage symbolique aux images, il a créé des images qui renvoient à l'intériorité de l'être, c'est-à-dire le mandala, qui est très à la mode aujourd'hui. Il a développé des concepts. Par exemple, là, donc, le concept de masque qu'on va voir aujourd'hui, le masque de l'actrice, la persona, qu'est-ce que ça cache? À une époque, quand il n'y avait pas le cinéma pour méditer et apprendre, on avait des belles enluminures qui étaient recopiées à la main, on a des livres d'alchimie.
Alors le titre du cycle, c'est l'alchimie du cinéma. C'est pas l'alchimie au cinéma, mais quand j'ai pris le terme d'alchimie, c'est de dire un bon film, c'est une rencontre entre un acteur, un metteur en scène, un sujet, une musique, qui fait que quand vous voyez ça, ça fonctionne bien ensemble. Donc c'est le critère quand on choisit un film, c'est qu'on ait une atmosphère particulière qui nous amène à réfléchir sur des sujets de société, souvent. Voilà. Alors des images aussi d'alchimie au Moyen-Âge, c'était des images qu'il fallait décoder. Hein, voilà. Alors, je l'évoquais Star Wars, et on va parler aussi du personnage de Carrie Fisher, qui, voilà, dans la discussion, ça va arriver sur la question des actrices scannées. Joseph Campbell a été un des grands inspirateurs de George Lucas et du Nouvel Hollywood à travers son livre « Le héros aux 1000 visages ». Voilà. À savoir que, on parle de trilogie au cinéma, là je crée des trilogies fictives, mais la trilogie c'est l'idée d'une séparation, de quelqu'un qui perd quelque chose, quelqu'un qui à un moment donné va subir des épreuves, une initiation, et cette personne va revenir dans le monde. Pensez au trajet de Luke Skywalker, et puis le suspense demain, est-ce que Rey va devenir la nouvelle Luke, elle va réussir ses épreuves et son retour en tant que Jedi, est-ce que c'est la dernière Jedi? Enfin, voilà. Plein de gens vont aller dans les salles pour voir ça. Et bien sachez que tout ça a un fond mythologique qui est assumé par George Lucas, et c'est les travaux de Campbell que je vous invite à lire. Voilà. Alors, je vous fais un petit résumé des problématiques des 3 films sur cette trilogie un peu imaginaire. Dans Le Voyage d'Ulysse de Théo Angelopoulos, la vision du monde que nous donnait à voir le film, c'est que le monde était une prison et qu'on était prisonnier des guerres qui se répétaient. Et qu'à un moment donné, le cinéaste, il voit l'illusion du monde, et là, il y a des références très claires à Platon et la caverne de Platon, et à la place de la musique. Dans le film de David Lynch, on est dans le monde des stars, mais dans le monde des morts. Puisqu'en fait, la vision que j'ai proposée du film, ce n'est pas la vision classique qui est bonne aussi, hein, parce que le film de Lynch est polysémique, qui est de dire que la première partie, ça serait un rêve, et la deuxième partie, ça serait la réalité. La vision que je propose sur ce film, là vous verrez les vidéos, elles sont sur la chaîne aussi Libermundi, c'est que la première partie, c'est notre réalité. Et la deuxième partie, c'est l'envers de la réalité, mais l'envers enténébré. Hein. Voilà, l'envers du monde, quand on inverse, le monde, ça fait le démon, hein, le côté diabolique, mais pas au sens alors religieux, mais au sens de la séparation, de la coupure. Voilà. Donc effectivement, un film qui finit plutôt mal. Alors, dans le film qu'on va voir, ça pose la question du monde virtuel. C'est-à-dire, l'homme aujourd'hui a créé la possibilité d'échapper au monde terrestre et de créer par des rêves, par des techniques New Age, des choses. Et Harry Folman va nous parler de ça. Alors, Harry Folman, il est né en Israël en 1962. Il a fait un très beau film sur la question de la mémoire et du traumatisme de guerre qui s'appelle Valse avec Bachir. C'est un film qui est fait en rotoscopie, c'est-à-dire c'est des images qui sont dessinées et on décalque sur les acteurs, donc c'est très joli. Ça avait été utilisé par Ralph Bakshi pour Le Seigneur des Anneaux. Alors, c'est adapté d'après un livre de Stanislav Lem, Le Congrès de futurologie, un livre que j'avais très envie de lire, mais je viens de sortir de chez Gibert et on vient de me dire que ce livre n'est plus réédité. À mon avis, c'est dommage parce que quand vous allez voir le sujet, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose d'intéressant pour notre société actuelle. Voilà. Alors, je vais vous en donner quelques éléments du coup, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment Harry Folman lit ce livre, et puis le trahit comme Kubrick. Hein. Il y a des références aussi à Kubrick dans le cinéma de Folman. Là, dans la 4e de couverture, on a un scientifique qui a invité à quelque chose, une espèce un mouvement social, les gens ne sont pas contents, et le gouvernement, pour gérer le mouvement social, il met des choses dans l'eau. Hein. Il met de la supercaséine et du félicitol. Et du coup, les gens... ils sont intoxiqués, mais ils se mettent à s'aimer, donc c'est une espèce de partouche générale. Enfin, donc on a l'idée du conditionnement, de la manipulation, et après, le scientifique, lui, il est à la fois participant de ce truc, on utilise les travaux qu'il a fait, enfin, il se sent manipulé, et à un moment donné, il est endormi, puis il se réveille beaucoup plus tard, et là, à ce moment-là, les gens sont totalement drogués. Ils appellent ça la psychimie. Et donc, effectivement, on vit dans une espèce de monde, on est anesthésié, et on est dans une espèce de bonheur parfait. Donc là, on est clairement dans ce qu'on appelle une utopie dystopique. On reparlera de ces 2 mots. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait Folman? Folman, il lit ce bouquin à 16 ans, et c'est quelque chose qui va vraiment le marquer. Et il va se dire, ça ferait un très bon dessin animé. Et il va prendre un mec qui s'appelle David Polonsky, qui connaît bien le phénomène de rotoscopie, qui va animer. Donc, sur un film de 2 heures, vous allez voir 55 minutes de film d'animation. Il a coupé 28 minutes de film d'animation et 28 minutes de film réel. Hein, donc le film aurait dû faire 3 heures. Le professeur, en fait, il n'existe plus.
il crée le personnage d'une actrice, d'où le rapport qu'on a avec Mulholland Drive. Alors comment il a cette idée? C'est quand il va à Cannes pour présenter Valse avec Bachir, il voit dans les coulisses du palais une vieille actrice, il la reconnaît. Alors il ne dit pas qui c'est, mais cette vieille actrice, effectivement, elle souffre parce que plus personne ne la reconnaît. Elle est out, elle n'est plus dans le système. Voilà. Et il va inventer un personnage dont le nom Aaron, alors là j'oublie un A, hein, parce qu'en Aaron il y a 2 A, c'est intéressant. C'est un nom qui est intéressant vu la culture d'Harry Folman. On dira que le personnage d'Aaron est central pour comprendre le film. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, il fait quelque chose, il fait une référence au nazisme. 39 fois le mot nazi est prononcé. On va dire quel rapport? Mais il y a un rapport, voilà, qu'on va trouver. Alors, effectivement, les effets spéciaux aujourd'hui au cinéma, la numérisation des êtres à travers... c'est intéressant. S'il n'y avait pas eu la technique numérique, on n'aurait jamais vu ça au cinéma. On l'a vu en rotoscopie, mais c'est vrai que voilà, c'est intéressant. Après, il y a des choses plus problématiques. Parce que par exemple, Rogue One en 2016, vous voyez une Carrie Fisher qui n'existe pas. Elle a été scannée, comme ce qui arrive à l'actrice du film. Hein. Alors ce qui est terrible, c'est qu'en 2016, Carrie Fisher meurt. Et au moment où elle meurt, on sort ce film où elle est éternellement jeune. On est totalement dans le sujet du film. Le film date de 2013. 3 ans après, ils le font. Voilà. Alors Carrie Fisher, c'est très étonnant. Là, on revient à Mulholland Drive sur le fait qu'il y a un film qui a adapté d'après sa vie, Bon baiser d'Hollywood, sur les rapports de cette femme et sa mère et de l'addiction aux drogues et tout ça. Enfin, elle a une vie très très difficile, Carrie Fisher. Et du coup, c'est la seule actrice, vous allez voir à Star Wars demain, donc ils ont tué dans Star Wars les 2 acteurs qui sont vivants, et ils n'ont pas tué celle qui est morte. Donc quand vous allez voir Star Wars demain, vous allez voir un scan de Carrie Fisher. Donc on est dans la thématique, sauf effectivement, la difficulté du film, c'est que l'actrice, elle accepte de faire ça de son vivant. C'est-à-dire qu'elle va accepter un pacte qui va lui permettre de vivre et d'avoir une carrière. Voilà. Alors, je vous invite à faire attention à la musique de ce film, qui est fait par Max Richter. Alors Max Richter, c'est un grand compositeur qui a travaillé pour Scorsese, pour Villeneuve, et il fait une musique qui est très juste, qui est à mi-chemin entre l'élégie, le drame, et voilà. Il y a de la musique de Chopin aussi, et de la musique de Schubert. Ça, c'est des choix. Schubert renvoie à des films de Kubrick, et Chopin, c'est des choix personnels de Harry Folman. Max Richter va faire chanter 2 fois Robin Wright, et ces 2 chansons sont des chansons emblématiques, qui donnent du sens au film. Hein. On est vraiment dans un cinéma où la musique, comme chez Kubrick, donne un sursens au film. Donc faites très attention à l'ambiance musicale. Voilà, bon, les chansons, c'est If It Be Your Will et Far Away. Voilà. Alors, voilà, ça pour résumer un petit peu, puisqu'on est vraiment, on clôt la réflexion sur le cinéma, et j'ai voulu, en quelques phrases, voilà, faire partager une analyse, c'est que le cinéma, c'est pas la réalité, hein, bien entendu. C'est la vision d'un auteur qui va s'inspirer du réel, forcément. On l'a bien vu pour Folman, un événement réel, fait qu'il recrée une histoire, mais ça ne se réduit pas au réel. Par contre, ça peut nous informer sur la nature de notre réalité. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les machines, avec le monde numérique? Quel est l'enjeu de tout ça? Le cinéma de science-fiction a toujours été novateur là-dessus. Stanisław Lem, il a été Solaris, a été adapté par Soderbergh et, bien entendu, le grand cinéaste russe Tarkovsky. Hein. Et c'est vrai que c'est intéressant, de l'utopie. Alors l'utopie, c'est l'idée d'un monde merveilleux. C'est un peu ce qu'on va voir dans le film, et c'est la discussion. Le monde qui vous est proposé, là, pour vous, est-ce que c'est un monde formidable, utopique? C'est-à-dire que finalement, le meilleur des mondes de Huxley, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière une dystopie, c'est-à-dire le monde de 1984 d'Orwell, quelque chose qui va annihiler votre volonté et qui va vous rendre finalement à l'état de machine. Donc ça, c'est intéressant qu'on ait la discussion à l'issue, parce que ce film est suffisamment ambigu pour que peut-être on n'ait pas forcément le même avis là-dessus. Voilà. Et en tout cas, aujourd'hui, on est clairement sur des choix de conscience et des choix à faire par rapport au téléphone portable, par rapport à la puce RFID et plein de choses comme ça. Voilà. Je pense que ce film est intéressant pour ça, entre autres. Voilà. Alors, la petite recherche que je vais vous demander de faire quand vous allez voir les personnages, c'est de vous dire en fait chaque personnage, une persona est un masque qui cache quelque chose, un mythe, une fonction. La trame narrative du film, elle est très particulière. Alors, est-ce qu'elle remplit les 3 étapes qu'on a vues, c'est-à-dire la chute, la perte, les épreuves et le retour en disant que la personnage de l'actrice, logiquement, est-ce qu'elle sort de sa prison? On a bien vu qu'on est dans la question des prisons, les prisons symboliques. Alors, les images clés, donc ça c'est moi, j'ai pris quelques images que je vous ferai commenter. Alors faites attention aussi,
Ces images, elles se réfèrent à d'autres images, hein, images de Kubrick, images de peintres. Et ensuite, on essaiera de trouver ce qu'on appelle le sens implicite. Alors, c'est un film très mystérieux sur la dernière image du film, pour savoir où se trouve notre actrice. Là, je pense qu'on peut avoir plusieurs interprétations. Donc, on discutera, si vous avez le courage de rester, et je vous donnerai à la fin ma lecture, qui est une lecture possible, puisque les films que je choisis sont polysémiques. Voilà. Merci pour votre attention. On est parti pour 2 heures de voyage dans un univers très particulier. You had it all, Robin. A movie queen at 24. All the big studios came crawling. And you slammed all the open doors, crushed all the dreams. Aaron needs me at home. But Aaron is just an excuse. And now what, Al? What are they offering? We want to scan you, all of you, your body, your face, your emotions, your laughter, your tears. We want to sample you, preserve you, and we want to own this thing called Robin Wright. Once they sample you and you're in their computer, there's no way back. The studio owns the character. What character? The one that used to be the actor. I want to make you young forever. Wake up, Robin! This is your gate to freedom! Now smile. Can I go back to where I came from? There is no such thing as the place that you came from. Wow, you look fantastic. Animated, I mean. You're the 6th one today. The 6th what? The 6th Robin Wright. How do I know if I'm dreaming? Look at us! Aaron? To find Aaron, we have to go on a very long journey. You just make a choice, and you feel whatever you want. What do you choose? Voilà. Alors, donc on va parler sur la base des diapositives que j'ai préparées. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, je vais vous solliciter. Juste peut-être lever le doigt pour que je vois que vous ne parliez pas en même temps. Si vous voulez vous rapprocher, vous pouvez. Alors, le mystère, effectivement, tient beaucoup sur la dernière image. Donc effectivement, les analyses d'images sur la symbolique des images, voir les différents personnages. Alors, on va forcément commencer par cette actrice, Robin Wright, qui joue Robin Wright en partie. Et l'image clé qu'a Folman pour faire ce film, c'est cette actrice à Cannes. Et il dit, on va commencer un gros plan sur un visage, une femme qui pleure. Voilà. Alors, cette femme, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Quel est le parcours de ce personnage dans le film, si vous voulez prendre la parole? Comment vous l'avez ressenti? Quel est son arc narratif, on va dire? Allez-y. N'hésitez pas, il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. Est-ce qu'elle vous a touché, cette femme? Est-ce que vous vous êtes identifié à elle, ou alors pas du tout, c'est totalement... Parce que le truc, c'est est-ce qu'elle joue un peu son propre rôle? C'est-à-dire que ce qui est dit, c'est vrai, en fait, de sa carrière. C'est dit, c'est violent, hein, mais quelque part... Voilà. Alors le drame, c'est que ce film n'a pas du tout marché. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ce film n'a pas du tout marché? On le dira à la fin. Hein, pourquoi on ne trouve plus éventuellement aujourd'hui le bouquin de Stanisław Lem, qui est un classique de la science-fiction, c'est plus réédité. Donc, vous avez la chance de voir ce film au cinéma. Il y a très très peu, c'est un film qui n'est pas tellement repris. Voilà. Alors, ce Robin Wright, personne? Alors, de lancer. Oui. Elle donne l'impression d'être une femme très belle, très douée, mais qui est freinée par la peur. Par sa peur. Et finalement, elle sacrifie sa vie pour ses enfants, et notamment ce petit garçon dans lequel elle se projette.
où elle a une culpabilité, quelque chose qui l'empêche de vivre, en fait. Qui l'empêche de vivre, et c'est ce qu'on lui reproche. C'est ce que lui reprochent justement ces hommes de cinéma qui veulent l'utiliser, eux, non comme une femme qui a sa propre vie, mais comme une icône, un personnage magnifique qui les porte et qui porte aussi leurs propres fantasmes. Donc il y a une dichotomie entre elle, ce qu'elle est, cette femme sensible qui a peur et qui pleure, et le fantasme de ces hommes qui font leur cinéma et qui projettent dans un monde illusoire une image qu'elle n'est pas vraiment. Alors, voilà, c'est comme ça que j'en vois. Tout le paradoxe du comédien, tout le paradoxe du cinéma, là, vous avez employé le mot projection, parce que le film va nous projeter dans différents niveaux de monde qui sont des rêves, on a même le rêve dans le rêve. Alors c'est intéressant, puisqu'effectivement, est-ce que vous connaissez ce film qui est montré? Non. Princess Bride, où elle joue une variation sur les contes de fées. Elle joue une princesse. Donc effectivement, on est dans ce qu'on va appeler, dans les archétypes du conte de fées, l'archétype de l'anima ou de la princesse endormie qu'il faut réveiller. Hein. Ça, c'est évident. Et le film va rejouer ça. La Princesse Bride, c'est Rob Reiner qui a fait ça. Hein. Film difficile à trouver aujourd'hui, mais très très beau film. Un métafilm sur qu'est-ce que c'est qu'un conte de fées et à quoi ça sert. Voilà. Essayez de le trouver, pas facile aussi. Alors, regardez cette scène qui se passe plus loin dans le film. Elle est congelée, là. Et oui, mais voyez le rapport entre la princesse, la Belle au bois dormant, comment l'univers du film, de la dystopie, va convoquer aussi son histoire. Donc effectivement, l'utopie du conte de fées devient une dystopie, c'est-à-dire alors, la congélation comme mode de prolonger la vie. Donc on va avoir toute une réflexion dans le film sur la question, alors les peurs des acteurs. Donc là, voyez Mulholland Drive, qui était le film précédent, hein, sur la question de la peur, de l'emprise, de la possession. Mulholland Drive va très loin dans ce sens-là. Hein. Chez Lynch nous montre des choses étonnantes. Alors, effectivement, votre analyse, moi, elle est relativement intéressante. Vous voyez cette image, hein, de la Belle au bois dormant. Et on reviendra sur cette image-là qui est à la fin, mais elle est présente dans tout le film. Alors, on va parler, vous avez évoqué dans votre analyse, qui est assez complète finalement de la problématique, ce personnage, alors, qui est dans le premier film qu'on avait de la trilogie, c'était Le Regard d'Ulysse. C'était ce type qui était un passeur et qui cherchait les premières images du cinéma. Et il s'appelait A, comme Angelopoulos. Et là, il s'appelle Al, on lui rajoute un L, c'est intéressant, puisque tout le film nous parle des ailes aussi et des cerfs-volants. Bon, c'est des petites analogies que je fais comme ça, mais Harvey Keitel, bon, c'est un acteur magnifique, hein, qui fait une performance, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce personnage-là? Est-ce qu'il est totalement pervers, on va dire, ou par rapport le rôle qu'il joue par rapport à cette femme? Vous avez commencé à lire quelque chose sur la question de la peur, effectivement. Voilà, si quelqu'un veut reprendre là-dessus sur ce personnage. Allez-y. Bah, il est quand même assez pervers. Alors, pourquoi? Bah, même s'il raconte ça sur des beaux sentiments en disant qu'il l'aime et tout, il dit j'ai passé ma vie à manipuler une femme pour faire mon bise et ça ne pose pas trop de problème. Et enfin, je sais pas, et tout le film comme ça, enfin, c'est quand même elle a aucune alliée femme dans un monde où elle se fait, on lui dit quoi faire, avec les espèces de classiques d'obsession de la jeunesse, obsession de la beauté, qu'on voit un peu dans la cryogénisation aussi, qui rappelle tous ces trucs-là. Et donc même si cette scène-là, elle est assez incroyable, il continue à la manipuler parce une dernière fois en lui disant qu'il la libère, mais vu que ça saute après, on ne sait pas du tout si c'est vrai, si elle a bien vécu ce gap entre ses 20 ans, donc c'est comment dire, ambigu. Alors pourquoi 20 ans, vous avez compris? Pourquoi il y a un gap de 20 ans? C'est la fin du contrat. Le contrat qui dure 20 ans. Hein, et on est sur 2 périodes de 20 ans, hein, 2 fois 20. Alors, effectivement, votre analyse, et Harvey Keitel est très fort pour jouer l'ambiguïté de notre personnage, qui est évident. Alors, Harvey Keitel, il a déjà joué des rôles un peu similaires. Il joue, est-ce que vous connaissez ce film? Ah ouais, il joue aussi un mec qui est très... il a une caméra dans l'œil, il filme l'agonie d'une femme qui va mourir. Bon, Harry Folman, il a vu le film de Tavernier, donc il appelle Harvey Keitel forcément.
Parce que, vous savez, les acteurs, ils creusent leur sillon hein, dans le choix des rôles qu'ils font. Et après, le regard d'Ulysse, c'est aussi un méta-regard. Alors là, il est beaucoup moins... il cherche une âme dans laquelle se refléter et il cherche la femme. Et là, ce qui est très beau, c'est qu'en fait, on a l'impression que quelque part, il est partagé entre cette espèce de manipulation et finalement, presque, il pleure à la fin comme elle. Est-ce qu'il fait semblant de pleurer ? On ne sait plus. C'est-à-dire que c'est un agent, hein, c'est quelqu'un qui a fait son business sur l'exploitation de la faiblesse des autres. Et donc, il dit même un mot, il dit « je suis ton démon hein ». Et le mot démon apparaît énormément dans les films de Lynch avec tous ces personnages manipulateurs. Mais effectivement, ça peut être le démon protecteur ou le démon, voilà, c'est très ambigu, effectivement, vous l'avez bien vu, et Harvey Keitel joue l'ambiguïté merveilleusement. Et voilà, dans cette idée de la libération. Alors, effectivement, une actrice, est-ce qu'il la libère ? Bon, finalement, quand on voit l'ensemble du film. Non, pas du tout. Pas vraiment. La question, ça va être après, mais ça, on va y arriver, c'est est-ce qu'elle n'arrive pas à se libérer à un moment donné ? C'est-à-dire que la fin du film est très ambiguë. Mais vous avez vu, l'enjeu du film, c'est est-ce que dans le système dans lequel nous sommes, le système hollywoodien, mais là qui rentre dans sa dernière phase, puisque moi je pense que le cinéma est mort, hein, globalement il y a quelque chose qui joue sur YouTube qui s'appelle Le cinéma est mort. Bon, le débat de Scorsese avec Netflix, avec les Marvel, on va en parler. C'est très symptomatique de tout ça. Voilà. Donc on va développer ça après. Alors, il me semble que j'ai oublié. Alors, on va parler de Aaron, parce que voilà, c'est important parce qu'en fait, il est presque dans la famille, un peu comme le gentil tonton aussi. Voilà, il est entre deux. Hein, il est entre le système et la famille. Alors, le personnage de Aaron, il est central dans le film. Hein. Aaron, il a été rajouté au scénario par Harry Folman et il fait le lien entre, on va dire, le monde du cinéma et puis le monde de la psychochimie. Alors, qu'est-ce que ce personnage nous raconte ? Allez-y. Où est-ce qu'il vous a ému ? Qu'est-ce qui vous a fait ce personnage ? Voilà. On peut soit essayer d'analyser sur le plan intellectuel, soit essayer sur le plan émotionnel, parce que les deux sont connectés. Un film, il vous remue à ces deux niveaux en général. Oui ? Alors, il donne l'impression d'être le surdoué, qui n'a plus besoin de ses facultés auditives et visuelles pour connaître le monde. Mmh. En fait, c'est un être qui est en train de passer naturellement d'un monde à l'autre sans passer par d'autres artifices. En fait, il donne cette impression d'être le mutant dont on parle actuellement, puisqu'on parle des enfants. Oui, les enfants indigos. Oui, voilà, intéressant. Une espèce de personnage qui passe entre deux mondes, comme notre époque a envie aussi qu'il y ait des êtres qui passent, ou peut-être que ça se fait aussi naturellement, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il donne l'impression de représenter ça, qu'il n'a pas besoin de prendre du cyanure ou des produits chimiques pour passer d'un monde à l'autre. Okay. Il est le lien entre ces mondes. Ah ben, oui, c'est-à-dire que de facto, au niveau scénaristique, c'est le cas, et votre analyse, effectivement, elle montre que c'est un personnage qui est effectivement, à un moment donné, on le voit, il y a quand même une maladie. Vous avez compris le nom de sa maladie ? Usher. Oui, le syndrome d'Usher. Alors, on va essayer d'en parler un tout petit peu, parce que c'est vrai que c'est complexe. Alors, si je fais défiler, voilà. Bon. Ça, je vous en dis rien, mais on va la commenter à la fin, cette image. Donc, regardez, prenez-la, photographiez-la. Hein. Voilà. Alors, c'est un peu le fil d'Ariane. Ben, les frères White, ils ont bien existé. Oui. Et c'est eux qui ont inventé. Ce que donne Hal, et bien effectivement, c'est des inventeurs. Donc effectivement, lui, il dit « je suis le troisième ou le premier ». Donc il a cette mémoire de tout ça, il a cette connaissance d'où ça lui vient, effectivement. Alors, Aaron, il faut savoir que c'est un personnage biblique. Bon, Harry Folman, il est d'origine israélite, donc il connaît bien la Bible et puis la richesse, on va dire, de ce qu'on appelle le judaïsme, voilà. Aaron, c'est le frère de Moïse dans le livre de l'Exode. Il interprète la loi. C'est le premier grand prêtre d'Israël. Et son nom est d'origine égyptienne. Dieu est grand. Voilà. Alors, qu'est-ce que vient faire Dieu là-dedans ? Le syndrome de Usher, là, on retombe dans la question du syndrome, mais ce que vous dites est intéressant parce qu'on peut voir une chose de deux façons. Hein, le verre vide
à moitié vide ou à moitié plein. Si on voit du côté médical, le syndrome de Usher, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une vision partielle des choses. Il ne voit pas tout. C'est-à-dire que petit à petit, il perd certaines facultés, mais il gagne, il est capable de comprendre d'autres choses. C'est ça qui est intéressant. Et donc, effectivement, le clinicien, à un moment donné, mais est-ce que ce jeune-là qui est focus sur certaines choses et qui n'est pas focus sur d'autres, ben, vous voyez, par exemple, la famille connectée, demain, c'est ça. Hein. Alors, est-ce qu'il est une métaphore du cinéma de demain? Parce que le cinéma, comme quelque chose qui passe directement dans nos neurones et qu'on interprète, c'est-à-dire on n'est plus dans la salle de cinéma, là, on est dans le monde et la frontière se brouille, vous voyez. Alors, c'est là où je vais faire un petit parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui sur la clé du cinéma. Bon, Scorsese est sur Netflix, moi j'ai vu le film à Bruxelles dans une salle, ce film est magnifique, mais vous ne le verrez jamais à Paris dans une salle, malheureusement, pour des raisons de droit et autres. Scorsese dit effectivement aujourd'hui, attention, on est dans un monde de cinéma, dans un monde d'entertainment, de parc d'attractions, des films-séries, super-héros. Hein. Donc c'est un peu ce qui se passe dans le monde qu'on voit, on est dans un monde, on va l'analyser avec les images. Ce qui est intéressant, c'est quand Superman par exemple, Superman maintenant c'est quelqu'un qui est fait avec des CGI, en numérique. Le premier créateur de Superman, c'est les Fleischer. Et les frères Fleischer, dont je vais parler après, c'est eux qui font la série animée. Ils le font avec du dessin. Donc c'est l'homme, c'est la main de l'homme qui est là, et c'est pas le robot. Et c'est intéressant de voir à la fois où est-ce qu'il y a le plus d'âme. Est-ce que c'est dans le Superman totalement truqué qu'on voit chez DC, ou est-ce que c'est dans les premiers Superman animés de Fleischer? C'est intéressant de comparer les deux et de voir voilà. Alors, l'étape qui est déjà peut-être programmée par les studios, parce que Fallman est un peu au courant de certaines choses, c'est qu'on voudrait créer des stimuli électroniques qui se traduisent selon le subconscient de chacun. Ça équivaut à la petite fiole où qui était le projet du congrès de futurologie, qui fait qu'en prenant une fiole de Marilyn, eh bien, dans mon monde des rêves, je deviens Marilyn. Voilà. Donc effectivement, et je joue une histoire en fonction de ce que j'ai envie de faire. Donc là, on est effectivement dans quelque chose d'ambigu, de la métaphore du cinéma, par rapport à la perception et à la capacité de la conscience. Voilà. Alors, le personnage de Sarah. Alors, le petit problème qu'on va avoir, c'est que le film, en fait, il manque près d'une heure. Et je pense que les coupes qui ont été faites, ils ne rendent pas service à ce personnage. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de Sarah, du coup? Quelle est sa fonction dans le film? Elle a une fonction que vous voyez là, en partie. Mais là, il faut capter, c'est pas simple. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, là? Elle a pris le relais de la mère. Ouais. Mais la torche est littéralement là dans cette scène. Dans quelle fonction? De s'occuper de... Oui, de s'occuper de guérir. La fonction de guérisseuse. Et à un moment donné, dans le monde, dans l'autre monde, on la voit à deux autres postures, Sarah. Dans le film. Là, elle est dans une posture. Alors ça, c'est expliqué si vous écoutez le commentaire audio. C'est un rituel Hopi de soin. C'est-à-dire le soin par le feu. On essaie de soigner. L'enfant, il est en train de perdre une partie de son acuité visuelle et auditive. Et les Hopis, alors c'est pas pour rien qu'il y a les Hopis qui sont là, mais c'est vraiment suggéré. À un moment donné, ont des techniques naturelles de soin. Voilà. Et elle est en train de lui prodiguer. Bon. Donc c'est intéressant parce que Sarah, elle va arriver. Alors, les Hopis, pourquoi les Hopis? Je fais un parallèle avec des choses que je vais programmer après. C'est pour ça que je me dis que c'est intéressant. Ça m'a donné envie de programmer. Vous les connaissez, ces films? La trilogie Qatsi, sur les prophéties Hopis. Sur comment les Indiens ont une vision très claire de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, et qu'en fait, l'Occident paye la dette de ce qu'il a fait aux États-Unis, notamment. Voilà, c'est très intéressant. Qatsi étant la vie, la question de l'équilibre, du déséquilibre. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Peut-être qu'il manque une slide, mais peu importe. Voilà, bon, je redévelopperai. Alors, après, parce qu'on reparlera de ça. Il y a des images de l'histoire de l'Amérique qui vont arriver dans la partie du monde du rêve. Alors, ce personnage, il apparaît 2 fois. Quelle est sa fonction dans le film? Médecin. Alors, c'est un médecin plutôt Dr Frankenstein ou un médecin plutôt sympa, qui a un rôle plutôt positif ou pas? Comment vous l'avez perçu? Moi,
Enfin, je le perçois comme quelqu'un de très sympathique, mais désarmé. Parce qu'en fait, il n'a pas beaucoup de pouvoir sur son métier. En fait, il ne sait pas trop à quoi il sert. Mais il a un bon cœur et il veut bien faire. Simplement, la médecine n'est plus du tout capable de remplir ou de soigner. Sa médecine n'est plus capable de soigner. Il est très vite dépassé par le système. Alors ça, c'est très proche de ce qui se passe dans le personnage du scientifique dans le livre de Lem, d'après ce que j'en ai compris. C'est effectivement quelqu'un qui travaille pour le système, dont le système reprend certaines innovations et qui est très vite dépassé. Sauf qu'à la fin, il dit une phrase que je vais vous reprendre à la fin dans l'analyse, et ce personnage a un rôle intéressant. C'est le rôle du mentor. Voilà. Mais ça, il n'est pas évident à percevoir, parce qu'effectivement, on le voit plutôt comme un homme faible et démuni, mais il y a une phrase à un moment donné, à la fin, qui montre autre chose. Alors, ce personnage, joué par Danny Huston. Alors, Danny Huston, en fait, il a été choisi parce que dans la vie, il n'est pas loin d'être aussi cynique que ce personnage-là. Voilà. Donc, du coup, alors, quelle est la fonction? Alors, lui, on est effectivement, vous avez compris, sa fonction. Quelqu'un veut parler de ce charmant personnage? Grand méchant. Alors, qui monsieur? Je dis que c'est un méchant. C'est un méchant. Et si on allait un peu plus loin que de dire que c'est un méchant ou un gentil, qu'est-ce qu'on peut dire? En quoi il a un petit côté... En même temps, il a un côté très séduisant, parce qu'il lui offre quand même une chance à cette femme qui est foutue. À un moment donné, il lui donne un contrat, c'est la chance de sa vie. Alors, comment on peut... Ça, c'est lui qui le dit. Oui, c'est lui qui le dit, mais alors bon, on est bien d'accord. Donc sa fonction dans le cinéma, c'est quoi, lui? Les producteurs. Bon, les producteurs, on en a beaucoup entendu parler. Mais sauf qu'à un moment donné, tous les problèmes sexuels avec les actrices, là, lui, il offre la solution. Il n'y aura plus. Donc il est gentil, finalement, parce qu'en fait, il libère ces pauvres actrices. Mais c'est vrai, à un moment donné, on le voit chez Lynch, à un moment donné, de cette histoire d'ambiguïté sexuelle, où à un moment donné, certains réalisateurs, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire un film et de coucher avec leur actrice, quoi. Alors que, théoriquement, il y a un truc qui voudrait dire qu'il y a une distance, comme un prof avec une élève. Vous voyez, à un moment donné, ça ne vient pas à l'idée de faire des choses. Mais sauf que le cinéma joue sur des pulsions pas simples. Voilà. Donc ce personnage, alors il a une fonction assez ambiguë, encore plus ambiguë qu'Harvey Keitel. Alors, je vous donne le mot, et qui me semble vraiment être à la logique des trois films. La notion de démiurge. Alors, la notion de démiurge, on le voit chez Jung dans un mandala. Le démiurge, si vous voulez, c'est le personnage qui est la figure d'Abraxas. Il est composé d'une tête de coq avec une tête de lion, enfin il y a des pattes d'aigle, enfin, c'est un animal un petit peu mélangé. Et donc le démiurge, c'est celui chez Platon, puisqu'en fait on a dans le regard d'Ulysse, on a cette vision platonicienne du monde qui est gouvernée par la guerre, et la guerre éternelle. Et donc ça fait le jouet d'un démiurge, Platon le dit très bien. C'est évoqué dans le film, mais c'est pas montré du tout, enfin il n'y a pas de personnage. Chez David Lynch, le démiurge, et dans Mulholland Drive, il est personnifié par le personnage du nain qui est derrière la vitre. Si vous voyez Twin Peaks, le nain, il est dans la Red Room, et là c'est clair que c'est quelqu'un qui organise quelque chose. Et là, on a effectivement le cinéma, un cinéaste, d'ailleurs on le dit, Stanley Kubrick était un démiurge, quand il refait quelque chose, il remodèle un monde à l'image qu'il a de ce monde. C'est-à-dire que c'est pas forcément négatif. Alors chez les gnostiques, c'est le faux Dieu, c'est le Dieu qui règne sur le monde avec le bien et le mal, c'est-à-dire qu'il est capable de punir et d'aimer en même temps. Voilà. Et donc, voilà. Je vous laisse avec ça peut être une clé, mais on va le voir dans l'imagerie qui est choisie après. Vous allez voir, ça va peut-être avoir un autre écho. Alors, ce personnage-là, donc, qui est vraiment... Il ressemble à un acteur, je crois. Alors, les références sont un peu mélangées, mais alors, la fonction de Dylan là-dedans, est-ce qu'il l'aide? C'est quoi sa fonction? Est-ce qu'on vous voit? Bon. Ce personnage masculin, parce qu'on dit elle n'a pas beaucoup d'adjuvants ou d'aide. Lui quand même, il l'aide un peu, non? Alors quelle va être sa fonction? Passeur. Passeur entre quoi et quoi? Entre les deux mondes à chaque fois. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, il l'amène dans un monde, on va en reparler du monde dans lequel, dans le monde psychochimique, il y a deux niveaux. Il y a le monde organisé par les trusts, on va parler de ce conglomérat là, qui fait le congrès de futurologie. Il y a la révolution, et après on reste dans le monde chimique. Sauf que ce monde chimique s'est popularisé
Et lui, quelque part, oui, mais il a envie de la garder avec elle. Sauf qu'effectivement, il va lui donner la pilule qui lui permet de revenir à la réalité. Mais quelque part, il voulait bien la garder avec elle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce film est complexe parce que vous passez d'une prison à l'autre. C'est-à-dire que dans le monde chimique, il y a deux versions. Hein. Il y a la version, j'ai envie de dire, oligarchique pour les nantis. Et puis une fois que les gens ont fait la révolution, eh ben, il y a la version populaire. Mais sauf qu'à un moment donné, on est toujours dans la prison. Okay. Voilà. Donc ce personnage est très ambigu aussi. Alors il a, on voit bien la petite pilule qui est marquée là. Donc il a bien une fonction, vous avez raison, quelque part de passeur aussi. Personnage un peu désabusé, un peu amoureux, un peu... Disons que lui, il a des sentiments par rapport aux autres, hein, on a l'impression. Voilà. Alors, l'arc narratif de ce film, c'est-à-dire comment c'est construit avec l'idée qu'il nous manque... Est-ce que l'histoire vous apparaît très claire ou il y a des choses que vous n'avez pas du tout compris? Allons-y. Par rapport à Lynch, ça va. Par rapport à Lynch, ça va. Ah. Ouais, ok. Mais c'est vrai que c'est des univers qui se connectent par moments. Hein. Voilà. Bon, alors, rapidement, pour vous montrer, est-ce que ce film est une utopie? Bon, pour parler peut-être de la partie chimique du Congrès, là, ce qui est proposé aux gens, est-ce que c'est une utopie ou une dystopie? C'est-à-dire, est-ce que c'est un monde qui est meilleur, au sens où ça va libérer l'homme, ça va libérer... Alors d'abord, on part des acteurs, puis après, ça va s'étendre à l'ensemble de la population. Ou est-ce que c'est un monde qui, a priori, est un avatar du monde d'Orwell de 1984? C'est-à-dire que la question du choix et de la liberté qu'on croit avoir est une illusion. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Plutôt Huxley que Orwell. Plutôt Huxley. Alors pourquoi Huxley alors? Parce qu'il y a la drogue, l'organisation tout bien, et puis il y a les naturalistes qui font des enfants dans leur coin. Voilà, totalement, vous avez totalement raison. Donc c'est plutôt une dystopie alors. Oui. Hein? Mais une utopie, c'est-à-dire que l'utopie, une dystopie qui veut se faire passer pour une utopie. Oui, parce que c'est souvent... c'est vrai que 84, c'est pas le cas, mais dans le meilleur des mondes, les gens sont convaincus qu'ils vivent dans... Voilà, mais votre précision, voilà. J'avais omis exprès Orwell pour voir si vous alliez... Enfin, Orwell, non... Huxley. Huxley, hein, pour voir qu'effectivement, c'est la référence, Huxley, c'est évident. Ok, vous l'avez perçu. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir plusieurs éléments de crise. Le crise du milieu de la vie, hein, d'une actrice qui a 44 ans. Ça existe, la dépression... Hein, voilà, on appelle ça l'œuvre au noir aussi, la remise en cause. Crise du cinéma. Alors bon, je vous ai fait un focus sur la crise du cinéma actuel, vous êtes au courant. Hein, voilà. Alors, il y a quelque chose d'un appel de l'aventure, c'est-à-dire le personnage est dans sa crise et il y a quelqu'un qui vient l'aider. Mais c'est pas évident parce que les personnages qui viennent l'aider, on l'a vu, ils sont très ambigus. À un moment donné, elle refuse. Oui. Et puis quand même, elle accepte. Donc ça, on a ça dans Luke Skywalker, dans Star Wars aussi, ce refus de... Alors, Abrahama, le monde virtuel, ça dure 55 minutes. Alors, ce monde, est-ce que c'est un monde qui est un monde... Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est un monde qui devient réel? Il y a une rébellion, il y a une congélation. Alors, pourquoi elle est congelée, vous avez compris? Comment on passe de la congélation à la congélation? Ça, c'est peut-être pas clair. Une overdose? Alors, effectivement, on a l'impression que elle aurait été dans le monde réel, dans le monde d'Abrahama, qui est, on va le dérouler un peu en slide, qui est le congrès de futurologie. C'est-à-dire c'est réservé à une élite, et puis c'est aussi l'idée de reconduire le contrat. C'est-à-dire que le contrat, il s'arrête. Donc à un moment donné, les studios veulent avoir une emprise. Donc il y a l'idée d'un empoisonnement qui se fait par l'eau, qui était dans le bouquin de Lem. Et donc là, à un moment donné, un empoisonnement, mais il y a peut-être une surdose. Et après, on est dans l'idée que trop de drogue crée des maladies mentales. Donc si on la congèle, c'est quelque part aussi pour essayer de la sauver, avec une espèce de thérapie. Voilà. Et il y a la question du réveil. Voilà. Alors après, effectivement, la question de la quête du fils, qui est un arc narratif puissant, protection, culpabilité, quête du fils. Et puis à la fin, alors là on ne va pas répondre tout de suite, mais gardez cette question en tête là. Est-ce qu'à la fin, elle retourne dans le monde de l'hallucination? Est-ce qu'elle fait un rêve? Ou est-ce qu'elle revient à la réalité? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Voilà. Ça, honnêtement, c'est complexe. Okay, donc on va y arriver à la fin, justement, de la démonstration. Alors, peut-être, par rapport à ce symbole-là, c'est intéressant.
Miramount, qu'est-ce que ça vous évoque? Paramount. Paramount et Miramax. Police, et là vous avez un... Alors ce symbole-là, qu'est-ce que c'est? Une étoile. Alors pourquoi à Hollywood on a des étoiles? Les stars, l'étoile. Oui. Alors l'étoile, là on est sur une figure géométrique qu'on appelle le pentagramme. Le pentagramme chez Pythagore, c'est le symbole de l'homme-âme. Voilà. Donc la question de l'âme, on va en parler parce que l'âme c'est ce qui nous anime. Ouais, en plus on est dans un film d'animation, vous voyez. Donc il y a une métaphore sur la notion d'âme dans ce film qui est très précise. On va développer ça. Et en tout cas là, on est dans la police de l'âme, la police des consciences. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est quelque part dans un système technologique qui est là pour nous libérer, mais en même temps peut-être aussi pour nous contrôler. D'où la question de la police et de la surveillance. Alors, Nagasaki. Alors, qu'est-ce que vient faire Nagasaki là-dedans? Alors, je vous ai fait un petit résumé, parce que là, il faut qu'on aille un petit peu vite. On a l'idée de quelque chose qui est supranational. On a l'idée qu'on vend des drogues qui plongent des foules dans des hallucinations collectives où chacun peut avoir l'apparence et la vie désirée. C'est le projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le projet. Le premier niveau, c'était on scanne les acteurs, on crée des films, mais ce n'était pas encore des animations. Là, par contre, on se dit que l'animation, c'est intéressant. Et effectivement, il y a l'idée du produit qui altère la perception. Et donc, on voit tout sous l'idée d'un film d'animation. Donc, en fait, on rentrerait dans quelque chose qui a un monde particulier. Alors, on va essayer d'aller plus loin. Alors, pourquoi Nagasaki? L'imaginaire d'Harry Folman est marqué par la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, on comprend bien pourquoi. Et Nagasaki, ça vous parle, j'imagine? Un bombe atomique. Boum. Oui, voilà. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est la question du chaos. Si on prend Twin Peaks, David Lynch, c'est-à-dire que dans la saison 3 de Twin Peaks, dans l'épisode 8, vous avez la bombe nucléaire qui arrive aussi. C'est-à-dire que toute la connaissance de l'humanité en technicité, ça a été au début du siècle, effectivement, l'idée de l'aspiration à l'envol avec l'avion, mais très vite à ces avions, ils sont devenus des engins de mort avec les bombes. Alors que l'avion est un engin, potentiellement dans le film, quelque chose autour de la libération. Voilà. Alors, vous voyez effectivement la scène là, qui est intéressante, du passage. Et alors, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Abraham? Oui, il y a Abraham, donc... alors, c'est pas... Oui, il a rajouté un A en plus. Oui. Alors, dans la Kabbale, si vous voulez, parce qu'en fait, la Kabbale, le A, le Aleph, c'est une lettre très puissante, qui renvoie sur sa structure à l'idée de pyramide, ou à l'idée d'arche, ou de structuration. Donc, il y a quelque chose de fondamental. Et donc là, on est dans un univers, effectivement, très très coloré. Est-ce que c'est le paradis perdu? Est-ce que c'est un retour à l'origine? C'est-à-dire, dans les monothéistes, on a l'idée qu'après la mort, il y aura la Jérusalem céleste ou l'autre. Bon, est-ce que vous avez senti un arrière-fond un peu religieux dans le film ou pas, du coup? Religieux, non, mais spirituel. Spirituel. Alors, vous faites quoi comme différence, du coup, entre religieux et spirituel? Je pense que c'est plus universel que orienté vers une religion particulière. Ouais. D'accord. Ouais, monsieur? Non, j'allais dire que c'est un paradis un peu triste, en fin de compte, dans le sens où tous les personnages sont des clichés, ce sont des... Tout à fait. Ce sont des personnages tirés de l'histoire, de l'histoire des religions. C'est un monde où on ne crée plus. C'est ça. Où on se contente de recycler ce qui a été créé dans le monde réel. Qu'est-ce que fait Hollywood, Spider-Man, le 3-4, on fait des reboots, exactement, ouais, totalement. Paradis illusoire. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout le travail, toutes les références autour de ce monde viennent d'un bouquin qui est malheureusement indisponible en ce moment, c'est-à-dire Neuromancer de William Gibson, qui a donné ce film avec Keanu Reeves avant qu'il joue dans Matrix. Vous voyez, il y a des liens entre tout cet univers, Matrix, Johnny Mnemonic, tout ça, je vous lis juste en... Et si vous voulez, ce personnage, alors le nom apparaît vraiment, je pense qu'il y a des scènes qui ont été coupées avec lui, parce qu'il est quand même assez hallucinant. Il s'appelle Reeve Bobs. Bon. Il vous fait penser à qui? Steve Jobs. Bah oui, forcément. Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a la référence à... Alors, Fleischer, déjà. La façon dont l'univers est animé, il y a des références à les studios Fleischer, ils sont aussi ceux qui ont animé Superman. Voilà. Avec des personnages de l'homme-chien, le clown, et puis Betty Boop. Voilà.
Donc on est sur des archétypes un petit peu sympas, rigolos. Mais c'est vrai que le plus inquiétant, ça va être ça. Hein. Ça va être effectivement ce personnage qui va, lui, rentrer dans l'idée de l'homme connecté, de l'interaction de l'homme avec la machine, avec le joystick, l'iPad, donc qui rapproche la technologie du corps de l'être humain, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne peuvent plus se décrocher de leur iPhone. Moi, j'ai arrêté iPhone, d'ailleurs, parce que bon, c'est quelque chose qui, à un moment donné, qui nous rend accro par l'obsolescence programmée. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'il a pris le symbole de la pomme croquée. La pomme croquée, si je regarde la Bible, c'est l'arbre de la mort, c'est-à-dire l'arbre de la division, de la connaissance du bien et du mal. Hein, il y a deux arbres dans la Bible, il y a l'arbre de vie. Il y a Turing quand même. Et il y a Turing aussi entre-temps. Mais c'est pas pour rien. Si vous voulez, la pomme, il y a Turing, il y a les Beatles, et il y a Steve Jobs. Et je pense que là, si on faisait... Alors, c'est pas l'objet, il y a quelque chose autour... La pomme renvoie à la question de la connaissance. Et la connaissance, Turing, la façon dont il va mourir aussi, enfin voilà... Il y a des choses très intéressantes et très mythologiques autour de ça. Ça renvoie quand même à la question de la... C'est comme Socrate qui boit la ciguë, Turing meurt en prenant une pomme empoisonnée, il y a toute une référence à Blanche-Neige aussi. Enfin, voilà, je vous ai creusé un peu ça. En tout cas, c'est vrai que le personnage de Steve Jobs n'est pas forcément tout le temps très sympathique. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, ce personnage, il va se transformer en... Alors, vous avez reconnu la référence. Clint Eastwood. Eh oui. Alors pourquoi Clint Eastwood ? En même temps, alors, ça c'est peut-être un peu capillotracté, je pense que ça a été un peu coupé au montage, c'est que tout ça nous renvoie à quelque chose de la mémoire refoulée. C'est-à-dire l'Amérique et le système hollywoodien repose sur un génocide. Et la mémoire des Indiens, elle est présente dans Sarah. Sarah va être à la tête de la rébellion. Et Sarah, elle connaît les technicopies. Si vous voyez un film comme Shining de Kubrick, parce qu'en fait il y a plein de références à Stanley Kubrick dans ce film, Shining, je l'ai déjà analysé lors d'une précédente séance, vous avez tout le mémoire du génocide des Indiens dans Shining, l'Hotel Overlook et le cimetière indien. Et donc les morts, et le sang, c'est ce génocide-là. Et effectivement, on a l'idée que ces gens, ce système hollywoodien, est un lieu un peu mortifère. On a ça chez Lynch dans Mulholland Drive aussi. Alors, la question de la révolte aussi, ou du feu qui vient purifier, ça arrive à 2 reprises, à un moment donné. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là ? Voilà, je voudrais que vous m'expliquiez, il se passe un truc assez délirant en termes de visuel par rapport à une thématique. Alors allez-y. Bon, on est dans quelle imagerie, là, quand on voit ça ? C'est une imagerie de guerre. La guerre, les camps de concentration. Ouais. Donc Harry Folman, forcément... c'est quelque chose qui l'a marqué, tout le peuple juif, et pas que les juifs d'ailleurs, ont été marqués par cette abomination qu'est la Deuxième Guerre mondiale, on est d'accord. Et donc là, on est là-dedans. Et donc là, on a ce personnage, vous avez reconnu qui c'est ? C'est le producteur. C'est le producteur, qui est en chef de camp, et qui va l'exécuter. Ouais. Alors, est-ce que ça se passe vraiment, ça ? Il y a un médecin qui a l'air de dire que non. Oui, que quelque part, on serait dans l'hallucination. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle aurait pris de la drogue et à un moment donné, elle hallucine des choses. Et que c'est pas vrai. Mais est-ce que c'est pas quelque part, tout ce projet-là de scanner des gens, est-ce qu'il n'y a pas, dans l'Amérique moderne, quelque part, c'est ce que je veux dire, peut-être un peu choquant, quelque part une victoire d'un nazisme un peu soft, c'est-à-dire la façon dont on manipule les gens, dont on crée des films qui sont des fois des choses un petit peu lénifiantes pour la pensée, est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose qui... Alors, c'est difficile de dire ça, mais après, quand on voit tout le projet spatial européen, enfin, pas européen, américain, on sait très bien que ça a été fait par quelqu'un qui était... C'est un ancien nazi, qui est à la base des... Bon, Kubrick, bon, on ne va pas développer ça, mais il y a peut-être des choses autour de ça. Alors, en tout cas, il y a quelque chose de vouloir maîtriser le destin de quelqu'un. En fait, voilà, pour être plus précis, les nazis, ce qu'ils ont fait, ils ont réduit des êtres humains à l'état de lampadaires, en l'état de choses. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là ? On réduit des acteurs à l'état d'objets, et même d'objets de consommation. Donc peut-être que la métaphore, elle n'est pas si... même si, bon, le nazisme, c'est particulier, l'Holocauste, c'est pas quelque chose de banal. Mais la deuxième étape qui est proposée dans le Congrès, c'est de dire, non seulement on va vous scanner, mais vous allez devenir un objet de consommation
Ça veut dire on va pouvoir vous manger, et la personne qui va vous manger, elle va halluciner qu'elle est vous, elle va faire ce qu'elle veut avec vous. Ouais, C'est bien rendre un être humain un état d'objet. complètement. Voilà, donc il y a peut-être un parallèle quand même, hein, si je réfléchis bien, je pense que... La Voilà. même chose, mais mieux Voilà. Alors là, réussi. regardez, on est où là avec... Bon, vous avez compris, ça se passe après la révolte, le conglomérat est un peu mis à mal, et le peuple, mais qu'est-ce que fait le peuple quand il veut... Rappelez-vous, le calife, is no good, il veut être le calife, il veut être calife à la place du calife en fait. Donc là, on a une démocratisation de la substance psychochimique. Tout le monde en prend, c'est peut-être un peu moins dangereux, c'est dosé, mais est-ce que c'est top ça, du coup? Qu'est-ce que vous en pensez? Le monde, alors apparemment c'est bien parce qu'elle a trouvé son amoureux, ils sont dans un monde, tout ce qu'ils pensent, leurs perceptions prennent vie. Yukaidi, Yukaida, c'est le paradis sur Terre. Alors, Oui, mais c'est factice, c'est complètement dépourvu de chair, Ouais. de choses réelles. L'image m'interpelle avec le serpent à droite. Ah En bah fait, oui. l'arrêt sur image eh ben oui, le serpent. nous le fait Eh découvrir. ben voilà. Eh ouais, le monde du fake, hein. Le monde Ouais. du fake, encore une fois. Mais c'est l'illusion suprême, ça, hein, Ouais. finalement. Hein, parce qu'on a tous envie, à un moment donné, Yukaidi, Yukaida, de revenir dans la terre sympa, dans le monde le paradis sur terre. Ouais, mais est-ce que ça a déjà existé? Voilà. Alors, avec ici, alors il y a un élément intéressant, c'est qu'à un moment donné, ce personnage, qu'est-ce qu'il avoue avec ça? En parlant de ça, il avoue un truc énorme qui est le moteur de tout ça. Ben, oui, mais la volonté de puissance qu'on a chez les nazis, à un moment donné, le mec, il veut être Dieu. Il prend un truc, et là, il dit, j'ai violé, j'ai tué, et c'est vachement bien. Donc vous voyez, le serpent, il est là. Et alors, il dit encore un truc qui est pire. Et là, qui est quelque chose qui est un piège ultime. C'est que la psychochimie, qu'est-ce qu'elle ferait, la psychochimie? Elle ferait disparaître quoi? L'ego. L'ego. Et là c'est le truc ultime. Qu'est-ce qui est censé faire disparaître l'ego des êtres en général? Bonne question. Qu'est-ce qui est censé... Est-ce que notre ego peut disparaître? Non, je pense Dans la vie pas. de tous les jours, non. Sauf que la plupart... Hein, La religion. alors, la spiritualité, moi je dirais. C'est-à-dire que les gens, les bouddhistes, les adeptes, enfin même voilà, dans des voies religieuses spirituelles, on ne va pas donner de nom, mais il y a cette idée que l'ego doit diminuer. Et là, ce qui est très fort, c'est que le matérialisme ultime prend le vocabulaire du spirituel pour l'imiter et pour le détourner. Alors là, on est dans quelque chose d'assez fort quand même. Hein. Je vais en reparler à la fin, hein, dans mon interprétation. Mais c'est dans le film, hein, d'accord? En même temps, c'est un peu vrai, mais dans les... Oui, vas-y. C'était plus parce qu'il est surpuissant. Eh oui, aussi. Dans le sens où Oui. ce qu'il y a là de pas réel, c'est qu'il y a une absence totale de frustration. Voilà. Et donc, du coup, l'ego a non plus de raison d'être d'exister. La question de la limite, vous avez raison. On est dans une société où aujourd'hui, où la limite est vécue comme quelque chose de dangereux. Alors que toute la crise qu'on vit actuellement, c'est de comprendre qu'à un moment donné, les limites sont nécessaires. Quand on éduque un enfant, il faut un cadre, il faut une limite. Et effectivement, la volonté d'exploser toutes les limites, eh bien, on est dans la volonté, alors là, effectivement, la question de la volonté du démiurge, c'est-à-dire de nous faire croire que tout est possible, il n'y a pas de limite. Eh bien non, à un moment donné, il y a un prix à payer. Voilà. Et le prix va être plus ou moins cher, effectivement, selon le cas. Alors, le mythe d'Europe, hein, bon, il y a quelques références autour. Alors, l'omnipuissant de Zeus, c'est-à-dire le pansexualisme de ce dieu qui était la volonté, voilà, on est sur les instincts animaux de base, là. Hein, on est sur des animaux puissants qui ont décuplé les forces et qui sont métamorphes. Et aussi. Donc, on a réalisé, si vous voulez, les métamorphoses de vide, hein, qui était l'idée, à volonté. Donc là, mais voilà, c'est quelque chose de démiurgique et pas de... Alors, quand même, il y a cette scène assez belle à la fin. Pourquoi il lui donne la pilule à la fin, d'après vous? Parce que du coup, là, c'est très intéressant, cette pilule. Elle était où, cette pilule? Autour du cou? Non, elle était dans sa bouche. C'est une référence à quoi, ça? À Hitler. À la Deuxième Guerre mondiale, hein, aux gens qui avaient un truc de ciel, aux résistants, ils avaient un truc, à un moment donné, ils pouvaient... Donc, mais la libération, c'était quoi? C'était la mort, ils mouraient. Donc là, est-ce qu'elle va mourir? Non, mais ce qui se passe après... Mais, oui. Quand ils sortent, on voit que les gens n'ont pas vraiment d'interaction avec les autres gens. Tout à fait. Et du coup, est-ce qu'il existe? Ah, regardez cette image, c'est ça. En fait, on a l'impression d'avoir des fantômes. Hein.
On a l'impression d'être dans la fin. Et cette image, vous avez un très beau fondu enchaîné qui fait qu'à un moment donné, on passe de cette image-là à cette image-là. Et là, waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, là, le film procède par ellipse. On quitte le monde réel dans les studios, hein, et éventuellement à la porte des studios, quand elle rentre à Abrahama. Et là, qu'est-ce qui s'est passé entre? Est-ce que vous avez une idée? En fait, ce n'est qu'un jeu de regard. Oui. Pour moi, c'était exactement les mêmes personnages, et c'est le changement du regard, en fait, qui métamorphose leur apparence. Ouais. Mais pourquoi sont-ils tout à fait? Donc ça veut dire, on est dans des personnages, mais ces personnages, ils ont vécu quelque chose là. Oui. La guerre, il y a eu une guerre civile. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé dans Abrahama, qui était une espèce de guerre civile, ça a bien lieu dans le réel aussi. Vous avez raison, c'est le changement de regard. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, écoutez, je pense que ce film est un peu prophétique, parce que ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Il y a les oligarques, il y a le peuple, il y a ceux qui ont accès, il y a ceux qui veulent. Et à un moment donné, bah, c'est compliqué. C'est-à-dire que le monde est en train de se dualiser, de se fracturer. Effectivement, Lem avait dit qu'une des solutions, ça serait d'agir sur les consciences. Il y a deux façons d'agir par les consciences. Soit on empoisonne les gens avec des trucs, soit on utilise l'énergie. Voilà. L'énergie, les ondes et tout ça. Bon, là, la piste des ondes n'est pas donnée. Mais on est sur la question de la chimie. Hein. Après, les ondes agissent sur la chimie et les molécules. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'en fait, moi, je ne rentre pas dans ce ciné-club, je le dis quand même, dans des théories qui sont des théories complotistes, qui vont... Voilà. Mais on est à la limite, effectivement, donc il faut faire très attention, de ne pas non plus incriminer, mais ce film nous avertit quand même sur ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le monde ne va pas bien, hein, on est d'accord, et la misère, on n'a jamais autant vu de films sur la misère sociale, ben là, on est dans la misère ultime, des gens qu'on dirait presque des morts-vivants. Regardez le nombre de films de morts-vivants aujourd'hui qu'on a. Donc c'est peut-être aussi une contre-image qui nous dit, mais bon voilà, comment on peut éviter d'en arriver là? Mais alors, est-ce que le film... Après, sur les gens drogués, et qui ont cet aspect-là, aux États-Unis, il y a toute la crise des opiacés, qui est vraiment réelle, sans théorie du complot, il y a des gens qui se sont retrouvés complètement à la rue, juste parce qu'ils étaient trop drogués, et exactement dans cet état-là. Tout à fait. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, on peut faire face à cette société sans prendre de drogue, hein? Parce que la société devient de plus en plus dure, c'est vrai, hein, on ne peut pas se cacher. Voilà, alors il se passe une belle scène là, à la fin, où elle retrouve ce docteur, hein, qu'on avait vu. Donc là, il y a quand même un peu d'émotion, un peu d'amour dans le film, hein, avec le personnage de Dylan, avec le personnage du vieux docteur, hein, avec deux figures masculines intéressantes. Alors, ce dialogue, je vais vous le lire parce qu'il est fondamental pour comprendre ce qui se passe. Hein. Puis-je retourner d'où je viens? Il n'y a rien qui ressemble à cet endroit, vous l'avez inventé. Vous irez là où votre esprit et vos molécules chimiques vous emmèneront. Ce sera un lieu dans votre conscience, différent de ceux où vous êtes déjà allés. Votre passé est mort, je vais appeler le cerf-volant. Bon, gardez bien ça en tête, d'accord? Voilà. Dialogue clé, parce qu'en fait, on va regarder quelques images clés, hein, pour comprendre le film. Alors, les images qui reviennent beaucoup par rapport au cerf-volant, c'est des images autour de ça. Alors, c'est pas facile à comprendre, ça. Qu'est-ce qu'il cherche, le gamin, en allant à l'aéroport avec son cerf-volant? Quelle est la métaphore des trois avions, là? Ces trois avions, il y a trois couleurs. Hein, qui sont le noir, trois lumières, le blanc et le rouge. Donc en fait, c'est les trois couleurs qu'on retrouve dans l'alchimie. Le gamin, il a l'idée qu'à un moment donné, tout ça, ça fait une seule chose. Et lui, il est là, il cherche une espèce d'unité, il cherche... Alors c'est compliqué parce que le syndrome qu'il a, c'est quelque chose qui le coupe du monde, et lui, il cherche à rentrer en contact avec un autre monde, avec quelque chose qui ne soit pas dans le monde de la division. Donc cette aspiration vers le ciel, alors, qui se matérialise par le cerf-volant. Alors, quel est son objectif avec le cerf-volant? Qu'est-ce qu'il veut essayer de faire? Fusionner avec l'avion. Ouais. Fusionner avec l'avion. Il y a peut-être autre chose même, monsieur?
Moi j'avais compris que c'est une espèce de composition picturale qu'il voulait réussir à avoir dans son champ de vision. Oui, aussi. Le Ouais, noir ouais. avec le blanc et le... C'est ça, d'avoir cette composition, comme cette d'harmonie entre ces trois couleurs. Mais il y a aussi l'idée qu'à un moment donné, il rêve que son cerf-volant fasse cracher un avion. C'est pas vraiment dit, mais sauf qu'on le voit à un moment donné dans le monde du rêve, d'accord ? Alors qu'est-ce que ça veut dire, le cerf-volant qui fait cracher un avion ? Alors là, il faut le décoder sous le plan symbolique, parce que sinon... Alors là, je pense qu'il a dû couper peut-être des scènes, c'est pas très explicite. Alors, regardez toutes les scènes où on a des cerfs-volants. Hein. Bon, je vous les passe, elle revient plusieurs fois dans le film. Donc on est dans l'idée, et à un moment donné... Il vole. Mais quand est-ce qu'elle va voler ? Quand elle va prendre quoi ? Le syndrome de... Et ouais, ça veut dire quand elle va prendre le syndrome de son fils. C'est-à-dire qu'elle a le droit. Donc en fait, elle ressent. En fait, vous voyez, le gamin, il est dans sa tête, il plane. Mais il plane sans avoir pris de drogue, on a dit. Hein, c'est ce que vous avez dit. Donc qui c'est qui plane sans avoir pris de drogue ? Globalement, dans les sagesses de différentes traditions, le sage, il est capable de voir les choses et de se voir. Hein, il est capable d'avoir... Les chamans, donc voilà, il y a quelque chose de chamanique là-dedans. Hein, vous avez bien vu, parce qu'en fait, il se transforme en oiseau. Donc lui, il a cette conscience qu'ont certains, vous avez bien dit, les enfants indigos. Donc elle prend conscience de ça. Effectivement, que son fils, il a ça. Et donc, à un moment donné, ce qui est intéressant, alors on a une référence là. Alors, bien entendu, cette histoire d'avion, parce que pourquoi l'enfant, son cerf-volant, c'est quoi le cerf-volant ? C'est le cerf, c'est la terre qui vole. Donc en fait, le cerf qui vole, c'est l'alliance des opposés. Donc c'est du volatile, du fixe qui devient volatile. Donc c'est l'idée d'une alliance. Et ça va s'opposer à un avion. L'avion, c'est la technologie. Donc lui, ce qu'il veut, c'est que la nature, la conjonction des opposés, la nature, la fabrication de l'homme, un cerf-volant, c'est découpé à la main. C'est fait avec du papier. Hein. Donc c'est la base de l'animation. Et en fait, cette technique-là, qui est une technique humaine, elle peut battre la technologie. La technologie qui, elle-même, à un moment donné, va avoir une logique para-humaine, ou voire une humaine, parce que qu'est-ce que c'est que cet avion-là, dans lequel elle joue dans la série Double R ? Est-ce que vous avez la référence du film, là ? C'est le Docteur Folamour. Bien sûr. Et donc cet avion-là, il porte une bombe nucléaire. Il porte la mort, ouais. Donc en fait, tout ce qu'il voit là, cet enfant dans ses avions, il voit la mort. Il voit que les avions, c'est-à-dire que les frères Wright au début, hein, leur projet de créer des planeurs, c'est pour rapprocher les peuples, c'est pour... ok, sauf que tout ça, comme Internet, comme le multimédia, l'armée va mettre son focus là-dedans et va en faire des instruments de mort. Je vous rappelle que ARPANET, Internet, c'est un projet militaire à la base. Docteur Folamour. Rebombe nucléaire, re-chaos. Hein. Les gens qu'on a vus là, ils pourraient être survivants à une attaque nucléaire à Tchernobyl en 86. Hein. Sans problème, ils auraient à peu près la même tête. Voilà. Donc c'est vrai que ce film est très angoissé. Alors, on a une autre référence picturale par rapport à ce monde naturaliste où aurait été Sarah, ce qui est cohérent, puisque Sarah, elle a hérité aussi, comme son frère, peut-être de la sagesse des Hopis qui étaient des chamans. Vous voyez ? Donc il y a quand même des références implicites avec les peuples premiers. Et là, on a une référence à un grand peintre. À Bosch. C'est Jérôme Bosch. Et là, alors, Harry Folman, il le dit dans les commentaires audio, hein, je n'ai pas inventé, et je vous ai mis un petit peu de Jérôme Bosch. Alors, par rapport à la thématique moi, qui m'intéresse, sur la symbolique alchimique, alors là, on est en plein dedans. Hein. C'est-à-dire, Jérôme Bosch, il y a un bouquin qui s'appelle Art et Alchimie, qui a été édité par la faculté de Bruxelles, et qui décode un petit peu, en partie, la symbolique de Bosch. À savoir, toute une série, des triptyques, le jugement dernier, on est au XVe siècle, effectivement, une espèce de monde, d'empiré, et puis là, effectivement, un monde où... Alors, effectivement, c'est le jardin des délices, c'est-à-dire, il se passe des choses, voilà, un peu comme dans le monde qu'on voit là. Alors là, il y a le paradis, hein, et là, il y a l'enfer, et puis là, il y aurait un troisième monde entre les deux. Voilà. Donc, les triptyques de Bosch sont très, très étonnants, et notre film est construit en triptyque aussi, c'est-à-dire, il y a le monde réel, il y a le monde de l'hallucination, et puis dans le monde de l'hallucination, à un moment donné, ça part en vrille, il y a le monde du cauchemar, où il y a le monde de l'hallucination qui est une espèce de dystopie, où on nous contrôle et on voit bien qu'il y a des gens qui sont là pour nous. Et puis il y a le monde de l'utopie où on a l'air beaucoup plus babacool, vous voyez ? Donc tout ça est complexe, et les tableaux de Bosch sont complexes, et donc ils se décodent aussi. Voilà.
Et Folman a travaillé là-dessus pour son iconographie, mélange avec tout ce qui est référence à l'animation, à Fleischer et compagnie. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi cette image-là. Là, vous avez, je vous fais voir le focus sur cette figure géométrique. Vous voyez ce que c'est, cette figure géométrique là que je vous montre? C'est un pentagone. Je vous rappelle que le pentagone, si je trace les diagonales, j'obtiens le pentagramme. Et le pentagramme, c'est le symbole de l'âme. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les studios, ils n'essayent pas de capter l'âme de cette actrice, finalement? Et cette âme va être prisonnière, à un moment donné, de leur système. Puisqu'elle, qu'est-ce qu'elle leur dit? Elle leur dit, mais où est mon choix, hein? Vous allez me faire n'importe quoi. Et est-ce qu'on peut réduire un être humain à des données numériques, d'après vous? Est-ce qu'un être humain, c'est uniquement des molécules et de la matière? Hein, là, voilà. Certains disent que oui, d'autres non. Pour les gens des systèmes Hollywood, on est clairement, pour le producteur, c'est clairement ça. Donc, globalement, vous êtes, je peux numériser tout ça. Alors, sauf que quand on numérise, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu le bug des... Alors, pourquoi c'est les yeux? Alors, les yeux, c'est fondamental. Qu'est-ce qu'a l'œil? Et c'est ce qu'on trouve dans le regard d'Ulysse. Hein. Dans le regard d'Ulysse, c'est le miroir de l'âme. Donc, vous voyez, l'âme, la question de l'âme, elle est essentielle dans nos trois films. Hein. Dans le premier film, Le regard d'Ulysse, le cinéaste, il cherche une âme qui lui correspond, il cherche son âme sœur. Dans Mulholland Drive, c'est l'âme de l'actrice qui est totalement retournée et qui est totalement enténébrée, voire possédée. Hein. Et là, on est sur quelqu'un qui fait un pacte, on va voir. Et voilà. Et donc, on voit bien que le système bug. C'est intéressant, ce bug sur les yeux, quand même. Hein. Voilà. Alors, si je continue, ils n'arrivent pas forcément à le maîtriser. Comme quoi, la technologie, elle est capricieuse. Alors, ce qui est intéressant, juste, c'est qu'à un moment donné, dans le film, il y a une référence par la musique à Barry Lyndon. Et Barry Lyndon, c'est quoi? C'est un homme qui perd son âme. Kubrick était très fort, c'est que la rose rouge, c'est le symbole de l'âme. Voilà. Dans la mystique du Moyen-Âge. Voilà. Donc je fais une parallèle avec Barry Lyndon parce qu'il y a toute cette connaissance-là. Alors, ce qui est assez joli, effectivement, vous voyez, ça, on est au début du film, donc là, on est l'univers, effectivement, très très Yukai Yukaida. Donc ce film est intéressant parce que, voilà. Alors, on parle de l'inconscient collectif. Voilà. C'est ce que nous dit Harry Folman. C'est-à-dire que quelque part, il a puisé toutes ces images dans l'inconscient collectif. Alors là, forcément, est-ce que ça vous parle, l'inconscient collectif? Jung. Hein? Jung. Donc en fait, pour faire très court, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'être humain, on a quelque part une partie de notre personnalité, notre moi. Elle a une personnalité, c'est-à-dire moi je peux être un acteur, mais je ne me réduis pas à mon personnage d'acteur. J'ai des choses conscientes, j'ai des choses inconscientes qui sont liées à mes traumatismes, mon passé, mais l'humanité a la même chose, c'est-à-dire quand on est, on hérite aussi de l'histoire de l'humanité. Et à un moment donné, il y a quelque chose qu'on appelle l'ombre. Alors l'ombre là, c'est ces personnages du monde hein, qui sont à la fois des obstacles et des révélateurs, hein, et qui permettent à un moment donné hein, la confrontation avec l'ombre. Alors la confrontation avec l'opposé, c'est-à-dire l'âme sœur ou la... Alors là, effectivement, Dylan représenterait presque cet animus, c'est-à-dire ce complément qui va l'aider à revenir à la réalité. Mais il y a l'enjeu central de Jung, c'est de sortir des polarités pour revenir à ce qu'il appelle le soi, c'est-à-dire l'être qui n'est pas divisé. Alors la question, c'est est-ce qu'à la fin, notre personnage arrive à ce concept-là d'être intégral? C'est pas évident hein, dans le film, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on est dans l'inconscient, on est dans le monde du miroir, donc là ça revient plusieurs fois, hein, avec la vision d'elle. Et ce qui est très beau aussi, c'est la chanson de Leonard Cohen, qu'elle chante. Alors vous vous rappelez dans quelles circonstances elle la chante, cette chanson? Et là vous avez une référence à David Lynch aussi. Hein? Elle rêve. Alors elle rêve, effectivement. Elle rêve, et vous avez un cœur, regardez, un cœur avec des ailes et un cheval. C'est une boîte de Berlin qui s'appelle le Wild at Heart, c'est une boîte gothique. Wild at Heart, c'est le nom d'un film de Lynch. Bon, c'est Harry Folman qui le dit en commentaire, hein, ça. Et donc à un moment donné, une boîte punk, hein, Berlin, donc ça je vous ai mis le commentaire audio. Et It Fit Be Your Will, c'est globalement, vous connaissez cette chanson de Leonard Cohen? Là, en fait, c'est la période où elle rentre dans l'espèce de conglomérat, et elle va... L'objectif, c'est qu'elle signe encore pour 20 ans. Mais vous avez compris, si elle signe pour 20 ans, qu'est-ce qu'elle va devenir?
C'est quoi l'enjeu de ce qu'elle va devenir si elle re-signe? Un bien de consommation. Un bien de consommation. Hein. Est-ce qu'elle accepte de devenir un objet? Et donc, à un moment donné, dans son inconscient, il y a si c'est ta volonté, je ne parlerai plus. Sauf que là, on parle de quelle volonté? On parle de la volonté des studios. Et là, il y a une ambiguïté, parce que dans la chanson de Leonard Cohen, vous savez, Leonard Cohen, c'est quelqu'un qui est d'origine juive, qui est devenu à un moment donné athée, après il a été protestant, il a fini bouddhiste. Et Cohen, sur la fin de sa carrière, quand il parle de la volonté, alors, de son âme, ou de la volonté de l'esprit, ou de l'atman, ou d'autre chose. Il ne parle pas de la volonté matérielle du système, vous voyez? Donc là, c'est une ambiguïté. Hein. On peut le voir à deux niveaux. Hein. La volonté de qui sert-elle? Est-ce qu'elle sert César, ou est-ce qu'elle sert autre chose? Hein, César étant les forces du monde, c'est-à-dire la société du spectacle, qui est le double du monde politique et du système hollywoodien. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est tous ces personnages de cafards qui apparaissent. Hein. Bon, il y a quelque chose aussi sur la question de l'histoire et du mal. Donc, toutes ces images... Alors, et puis ce personnage-là, est-ce que vous l'avez reconnu? Alors, c'est marqué dans le commentaire audio, c'est Primo Levi. Hein, si c'était un homme. Qu'est-ce que c'est qu'un homme aujourd'hui? Hein, est-ce qu'un homme accepte de se faire numériser comme ça? Intéressant. Hein. Donc tout cette histoire de l'Holocauste est présent chez Folman, avec plein de références. Alors on arrive bientôt à la fin. Je passe après. Ça, voilà. Ça se passe de commentaires. Alors y a-t-il encore des médecins? Pourquoi elle cherche un médecin à la fin? Quel est son réflexe? Elle cherche à retrouver son fils. Ouais. Oui, l'idée qu'effectivement... Alors, le docteur, est-ce qu'il avait pu le guérir, l'enfant? Non. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dit quelque chose d'intéressant. Ben c'est ce qu'a dit Madame au début, hein, sur l'enfant. Il est doué, il est surdoué. Voilà, peut-être que ce qu'on peut voir comme un handicap, c'est peut-être un potentiel. Donc elle cherche ce type-là, qui est un mentor, qui est un passeur, puisqu'il a la double vision des choses. Hein, voilà. Ok, donc je vais juste vous demander maintenant de me donner votre interprétation de la fin du film. Et je vous donnerai le déroulé du sens global après. Voilà. Alors, à la fin du film, vous vous rappelez ce qui se passe? Il y a ce dernier plan du visage de quelqu'un. Alors, c'est qui cette personne qu'on voit à la fin? C'est Aaron. Et comment Aaron arrive à la fin? Qu'est-ce qui se passe alors? Quand elle prend la pilule que va lui donner le docteur, qu'est-ce qui lui arrive? Un peu un truc à la 2001. Allez-y. Elle va resuivre un peu la vie de son fils, par les yeux de son fils, et s'enfanter elle-même. Ouais. Ah ouais. Alors là, vous avez, ouais, il y a une référence à Kubrick, ouais. Bon, j'ai analysé 2001 lors d'un précédent ciné-club, ouais. Bon. Écoutez, chouette. Bon, ok, mais il y a d'autres interprétations ou pas? Bon, parce que là, je ne pensais pas que... Mais c'est bien. Vous avez... Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous? Parce que ça pourrait. En fait, je vais vous poser ça. Est-ce qu'à la fin, elle retourne dans le monde de l'illusion commun? C'est-à-dire, elle reprend une drogue et puis finalement, c'est une fuite. Non, c'est plus le même monde. Hein. Plus le même monde. La question, c'est est-ce que ce personnage, elle vit un processus de renaissance ou elle vit un processus de fuite dans l'illusion? Voilà, pour préciser ma question. Qui pense qu'elle est... Monsieur, vous voulez? Ouais. Finalement, on dirait qu'elle cherche à revivre la vie de son fils pour le retrouver, voir où lui serait allé. Ouais. Et en quelque sorte, moi je trouve que ce dont elle n'a pas réussi à se libérer, c'est de lui, à la fin. Ouais, elle n'a pas réussi à se libérer de lui. Ouais, c'est une façon de voir aussi. Ouais. Ouais. Ok. Et puis ça reste ouvert, quoi. Ça peut être une fuite, effectivement. Voilà. Ok. Bon, bah, écoutez, mais elle maîtrise mieux ce qui se passe dans sa tête. Elle est plus cohérente dans l'arrivée des images. Et oui. Et n'oubliez pas le dialogue du docteur qui lui dit « Votre passé est mort hein ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce qu'on appelle le poids du passé. Vous allez décider votre conscience. Il parle de sa conscience. Et là, c'est important. Alors, bon, je vous donne quelques éléments pour conclure. Sur le film, hein, sur les grands aspects archétypaux.
On a une variation du pacte faustien. Hein. Le pacte faustien, vous savez, Méphisto, Goethe, hein, c'est-à-dire prolonger la vie, la séduction. Et il y a un prix, le prix c'est l'âme. L'âme qui va être prisonnière ou détruite. Hein. Forever Young, hein, jeune à jamais, hein, Delacroix, hein, Faust et Méphistophélès. Donc effectivement, c'est plus notre producteur, Jeff, qui est une figure du démiurge ou de Méphisto dans l'histoire. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, il veut exclure... il est très malin, parce qu'en fait, les pornos, si vous avez fait attention, dans les poissons, c'est des vagins et des pénis. Donc à un moment donné, elle se retrouve dans un univers où il y a quand même du porno déguisé. Hein. Les films sur l'Holocauste, effectivement, il y en a plein. Hein. Elle va se retrouver à jouer... Dans ses cauchemars, elle va se retrouver dans l'Holocauste. Tout ce qu'elle ne voulait pas faire, elle le fait finalement. Oui. Et finalement, la science-fiction, avec le... Alors il y a toute une référence au film de Cameron, hein, vous savez, les avatars hein, qui ont abusé du CGI, Terminator, hein, le double R, le robot, rebelle, Robin. Hein. Donc tout ça, effectivement, quelque part, elle va être obligée de faire même ce qu'elle ne veut pas. Hein. Donc elle se fait avoir. Alors, la question de prolonger la vie. Alors ça, dans l'alchimie, au Moyen-Âge, il y avait deux alchimies. Il y avait une alchimie matérielle, qui était l'idée de créer l'élixir de longue vie. Il y a même des gens qui ont essayé de le vendre hein, pour prolonger la vie. Donc c'est quelque chose qu'on prenait et qui était censé vous... voilà. Mais c'était ce qu'on appelle de l'alchimie matérielle. Voilà. Alors, vous voyez, là, ce personnage-là, on a l'impression qu'elle est en mode... c'est quelque chose de très difficile à vivre pour elle, parce qu'elle sent qu'elle perd quelque chose d'elle-même quand elle fait ça. Hein, et qu'elle est dans quelque chose qui va l'aliéner, qui va la déposséder. Là, on a une fausse image de la thérapie, hein, avec quelqu'un qui essaye de modifier le passé. Hein, ça serait peut-être un clin d'œil à tous les gens qui essayent de se libérer avec la théorie freudienne, mais qui ancrent dans le passé. Et à un moment donné, ce qui est important, c'est de se couper avec le passé pour aller être dans le moment présent. Et donc là, il y a un piège aussi. Alors, on a des références, effectivement, avec le monde réel. Hein. Tu prends une pilule, tu es dans quel monde hein? Tu es dans le monde maîtrisé par les machines ou le monde libre hein. Matrix a développé ça. On a énormément de choses sur le rêve. Et il y a, donc je vous ai mis au niveau de l'imagerie, il y a Bosch, il y a les frères Fleischer, et il y a aussi Winsor McCay. Winsor McCay, dans toutes ces histoires de Newton Nemo, il nous dit à un moment donné, il faut se réveiller. À la fin, il faut se réveiller. Puisqu'en fait, tout ce qu'on a vécu est quelque part de l'ordre de l'illusion. Donc là, on retrouve le thème du regard d'Ulysse, du monde comme illusion, et de la nécessité de se réveiller. Que devient Robin à la fin? Vous voyez, là, on a l'actrice. Elle a quel âge, là, à peu près, ce que vous avez? 60. Alors, 44, plus 20, plus 20. Ah oui. Elle a près de 80 ans, là. Bon. Ah oui. Avec 20 ans en cryo. Ouais, avec 20 ans en cryo, qui fait qu'elle fait quand même un peu moins, d'accord? Elle fait plus jeune, d'accord? Mais on a une vieille dame, là. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle devient? Effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mort symbolique, hein, face à, effectivement, ce qu'on appelle une figure de l'ombre. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre... Alors, juste peut-être cette image, qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Ça m'évoque un œuf fécondé. Voilà. Ou un cœur qui bat, ça peut être les deux. Je sais pas. Hein. Alors, je vous ai fait une capture des images finales, quand même, pour vous montrer. En fait, la question, c'est qui regarde? En fait, vous, le spectateur, à la fin, vous devenez qui? Parce qu'on vous met dans la position de regarder. Donc vous avez le regard de qui quand vous voyez ça? Vous êtes Aaron. Voilà. En fait, Aaron, c'est le personnage clé, vous devenez Aaron. C'est là où le film est très fort. Alors, Aaron qui se reflète à chaque fois. On est dans la réflexion. Hein. Il se reflète. Hein. Donc on revoit toute l'histoire. Hein. Et il y a toujours des miroirs. Et Aaron est toujours dans le miroir. Okay? Et donc vous revoyez des scènes du point de vue d'Aaron. Alors, voilà. Mais sauf que, voilà. Et donc à un moment donné, regardez ce qui est intéressant. Regardez le cerf-volant. Il se transforme en quoi? Il se transforme en oiseau. Et l'oiseau, c'est quoi? C'est la métaphore de l'âme qui s'envole. Donc l'idée d'une envolée. Donc là, bon, j'ai fait une capture d'écran là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a cette scène aussi, hein, où elle avait essayé, son objectif, c'était que sa maman, elle puisse éventuellement s'envoler aussi, à un moment donné, puisqu'il lui donne le cerf-volant. À toi de jouer. Hein. Voilà. Et donc, à la fin, je vous laisse lire, elle est devenue Aaron. C'est ce que dit Harry Folman. Ah. Elle est devenue Aaron. D'accord. C'est-à-dire que
Et d'ailleurs, Aaron a les yeux bleus maintenant. Donc c'est assez difficile à comprendre ça. Hein. C'est-à-dire notre personnage a échappé à tout ça. C'est comme si elle avait vécu un processus de réincarnation et qu'elle ait redonné vie à son fils, mais que son fils soit c'est-à-dire c'est un être qui mélange elle et lui. C'est un être particulier, hein, qui est sur un autre niveau de réalité, que je ne saurais pas nommer vraiment, moi, parce que ça devient compliqué. Hein. Et Follman veut être très évasif là-dessus. Mais en tout cas, on sort de la dualité monde visible, monde invisible. Monde du rêve. On n'est plus là-dedans, on est dans autre chose. On est dans un univers parallèle, si vous voulez. Est-ce que c'est le monde spirituel? Je ne sais pas, hein, honnêtement, parce que tout ça est complexe. En tout cas, voilà qui est Aaron. Aaron, c'est ce personnage-là. Hein, c'est celui qui est, à un moment donné, chez les Juifs et dans la Kabbale, l'image du prêtre roi, hein, ou quelqu'un de... Voilà. Alors, en alchimie, on a des personnages comme ça. Hein. La Joconde, c'est une conjonction entre du masculin et du féminin. C'est un être réalisé. Voilà. Peut-être que c'est une image d'Aaron, je ne sais pas. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce monde psychochimique que Lem dénonce? Est-ce que c'est si éloigné de notre quotidien? Je fais un parallèle qui me semble juste, mais bon, je ne sais pas si c'est l'intention du réalisateur, mais je le fais quand même parce que je trouve que c'est intéressant. Vous avez, au début du siècle, il est mort en 1925, quelqu'un qui s'appelle Rudolf Steiner, qui parle d'une alchimie négative, à savoir, il dit attention, après la guerre, dans le siècle, il va y avoir deux dangers. Il fait des références alors un peu mythologiques. Il y a le danger de Ahriman. Alors Ahriman, c'est des noms d'entités négatives, mais il ne faut pas le prendre comme étant des choses... Le vocabulaire est un peu dépassé, notre anthroposophie, c'est un peu dommage. En tout cas, il dit attention au matérialisme, à l'intellect sec. Bon, le nazisme, c'est ça. Hein, ça a été organiser le massacre d'innocents de façon très rationnelle. Attention à la tentation de Lucifer, c'est-à-dire de la fuite dans les paradis, hein. Le New Age, très joli le New Age, hein, dans les années 70, mais certains se sont brûlés les neurones. Et puis attention à la dictature des émotions, hein. Le lynchage public des gens, hein, sur Internet et compagnie. Ben, on est en plein dedans aujourd'hui. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit? Alors c'est plus compliqué ce qu'il nous dit. C'est qu'aujourd'hui, au lieu de rejoindre les 16 sphères planétaires, on parle de l'âme, l'âme est prisonnière d'un monde virtuel, basé sur le binaire. Alors le binaire, ben, ça va être l'informatique après, hein. Elle atteint une fausse immortalité. Voilà. Et donc, effectivement, vous avez plein de choses sur Internet autour de cette notion de 8e sphère. Et bon, il y a à boire et à manger. Mais c'est quand même intéressant. Et en tout cas, il dit attention à la nouvelle matrice psychique astramentale. C'est-à-dire, avec la réalité virtuelle, vous avez bien vu, c'est des casques. Et en fait, on est prisonnier de nos propres perceptions. Hein. On n'est plus avec les gens dans une salle de cinéma comme ce soir, on est chez soi. Et donc, attention, alors pour vous faire comprendre la 8e sphère, en fait, la 8e sphère, elle a été mise en image, c'est intéressant. Alors, c'est un ange avec une espèce de... Mais il y a plein, regardez, de petites étoiles à l'intérieur. Ces petites étoiles, je vous rappelle que l'étoile, c'est le symbole de l'âme. Donc, en fait, c'est peut-être une prison. Alors, pour vous montrer l'image qui permet de parler de ces choses-là, c'est Camille Flammarion, dans son traité sur l'atmosphère. Il y a quelqu'un qui est un anonyme qui lui fait cette image-là. Alors, pour montrer quoi? Pour montrer que la vision qu'on a, la vision du monde, ben voilà, le monde il est à la fois ombre et lumière. Et quand on sort la tête, eh bien on voit qu'il y a 7 niveaux, il y a 7 sphères. Et l'idée de la 8e sphère, c'est de recréer un autre monde, un autre personnage. Le personnage il doit sortir de là pour aller là, à un moment donné, et remonter là. Bon, dans la vision un peu cosmogonique des alchimistes. La 8e sphère, ça serait une prison qui empêcherait la sortie. Voilà. Avec l'idée que, comme chez Follman, on a l'impression d'être dans un monde magnifique, hein, où on est sur un paradis terrestre, mais en même temps, ce paradis est une prison. Voilà. Donc il y a deux prisons. Hein, il y a la caverne de Platon, hein, qui est l'idée que là, nous sommes dans une prison, même s'il y a du soleil, il y a de l'ombre, mais on est prisonnier de ça. Que le vrai monde, il est au-delà, mais l'être humain avec la technologie crée une nouvelle prison. Il a l'impression de sortir de la prison, mais il se crée une autre prison. Voilà. Donc quand est-ce qu'on sort de la prison? Vous voyez, c'est tout le débat. Roger Bacon parle des images idoles, c'est-à-dire il nous met en garde contre le cinéma et ses images qui vont, à un moment donné, enténébrer notre conscience. David Lynch le fait un petit peu avec ses films aussi. Alors, regardez ce qu'ils disent. L'alchimie délivre de l'ego. Hein, c'est ce qui était proposé et dit dans le film. La tradition, alors justement, par rapport à la thématique sur l'alchimie et la symbolique, au Moyen-Âge, on disait que l'alchimie transmutait l'ego. Hein.
C'est-à-dire que l'éveil de l'âme, vous voyez, le cerf-volant qui devient oiseau, c'est une très belle métaphore. L'idée de la renaissance, hein, l'idée du changement de conscience. Est-ce que c'est ce qui arrive à ce personnage? Folman, dans les commentaires audio, il dit clairement qu'il a voulu montrer que ce personnage allait renaître. Renaître à quoi? Dans quoi? Il ne le dit pas. D'accord? Mais en tout cas, il y a bien une renaissance dans ce film. C'est une fin positive. Alors, le cinéma vous montre aujourd'hui un certain nombre de situations hein, où on est en cas de dire est-ce qu'on se déconnecte ou pas. Hein. Moi, ma position, c'est qu'il faut se déconnecter par moment, hein, de plus en plus souvent d'ailleurs. Et l'autre point étant de dire que, voilà, quel est le danger qui est derrière tout ça? On le voit dans Blade Runner, hein, où un homme, qui est un robot, hein, pour lequel on essaie de nous faire avoir des émotions, lui, il a des émotions pour quelqu'un sans problème, qui est une poupée virtuelle, qui n'existe pas, qui est une actrice virtuelle. Voilà. Donc ça, c'est le cinéma qu'on essaie de nous vendre aussi, et qui nous occupe, mais c'est du fake total, et c'est du transhumanisme. Et avec ce cinéma, on nous fait de l'inception pour nous rendre demain totalement normal et légitime de vivre avec des robots, de communiquer avec des robots, voire de faire l'amour avec des femmes virtuelles. Pourquoi pas, hein, c'est plus facile, ça coûte moins cher. Et voilà. Donc ça, attention, et je pense que ce film-là... Alors, pour conclure, le cinéma nous amène à plusieurs types de regards. Hein, à la question du regard parfait, hein, du regard sorti de la prison, hein, dans le regard d'Ulysse, mais qui est difficilement atteignable. Le regard truqué, alors là on rentre avec Hollywood, effectivement, et dans le sujet d'aujourd'hui, vous voyez, on est des gens comme Zuckerberg qui dit la réalité virtuelle sera une technologie importante. Il est très confiant, en même temps c'est son travail, c'est son business. Hein. Et les GAFA, alors quelqu'un comme Google, moi j'ai trouvé des choses très intéressantes sur des sites pour dénoncer les GAFA, vous savez, tous ces services sur Internet gratuits. Il y a quelqu'un qui a repris la symbolique alchimique des triangles pour dire attention, il y a de la manipulation. Donc ils reprennent ça comme étant de l'alchimie négative, vous voyez, c'est sur un site Internet. Bon, ce site est un peu complotiste, donc je ne vais pas aller plus loin, mais c'est juste l'image qui m'a intéressé, hein, puisque je travaille sur les images, on reprend bien les deux triangles, qui logiquement, c'est le sceau de Salomon. Hein. Dans le judaïsme et la Kabbale, c'est un symbole très puissant, les deux triangles, qui est un symbole spirituel. Et là, ils en font attention. Et Google, regardez, il veut effectivement détruire la mort. Et le PDG de Google, son projet, c'est de transmettre sa conscience dans son double scanné. Il se fait scanner. Enfin, il y a un projet comme ça hein, chez Google aujourd'hui. Il faut faire très attention. C'est dans Time, ça. Hein, voilà. Donc, vous voyez, alors pour terminer sur une jolie note, je termine sur cette image du cœur qui bat et sur une citation de Khalil Gibran hein, sur la question de la perception. De même que la valeur de la vie n'est pas en sa surface, c'est-à-dire dans le cinéma qu'on voit, hein, mais plutôt dans la profondeur, c'est-à-dire dans les images et leurs symboles. Les choses vues ne sont pas dans leur écorce, mais dans leur noyau, et les hommes ne sont pas dans leur visage, mais dans leur cœur.